Nous sommes en février, il est 8 h du matin, 28 degrés de latitude nord. Glissant sur les vagues de l'océan Atlantique, notre bateau se dirige vers les îles montagneuses barrant la ligne de l'horizon. Nous sommes en vue des îles Canaries. Ancré dans l'océan Atlantique à plus de 1000 km au sud de l'Espagne et à 150 km des côtes africaines, l'archipel des Canaries, ce sont 7 îles. 7 îles volcaniques possédant chacune leur propre identité, leur propre caractère. Bien que peuplées depuis plusieurs millénaires, les Canaries, jusqu'à leur colonisation par les Espagnols au début du XVe siècle, demeurent à l'écart des routes maritimes, perdues aux frontières du monde connu. C'est par Tenerife, la plus vaste des 7 îles de l'archipel, que commence notre voyage. C'est au port de Santa Cruz de Tenerife que notre bateau se met à quai. C'est en 1494, après avoir défait les tribus de l'île, que le conquistador Alonso Fernández de Lugo donne son nom à la ville en élevant sur ses rivages alors déserts une croix de bois. Jusqu'en 1927 et la création de 2 provinces, les Canaries orientales et les Canaries occidentales, Santa Cruz de Tenerife était la capitale de l'archipel. Suivant les rapports de l'Espagne avec ses colonies du Nouveau Monde, l'activité à Santa Cruz évolue au fil des siècles. Les périodes de prospérité liées à la culture de la canne à sucre, de la vigne ou de la banane alternent avec celles marquées par l'émigration des habitants vers l'Amérique latine, notamment Cuba et le Venezuela. Sous le soleil de février, Santa Cruz donne l'impression d'une ville paisible au charme désuet, à l'image des villes thermales et balnéaires qui ont fleuri dans toute l'Europe à la fin du XIXe siècle. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Dans quelques semaines, les hordes touristiques vont prendre d'assaut les rues de Santa Cruz et les nombreux hôtels qui bordent les plages du sud de l'île. Mais Tenerife, et au-delà toutes les Canaries, méritent bien plus que ces quelques clichés. La nature y est exubérante, diverse et grandiose. Un trésor surgit des entrailles de la Terre et apparu à la surface de l'océan il y a des millions d'années. Les premières îles qui ont émergé au-dessus du niveau de la mer, ce sont les îles de Fuerteventura et de Lanzarote, il y a vraisemblablement 22 millions d'années. Par la suite, d'autres îles sont apparues, la Grande Canarie, Tenerife et La Gomera. Les plus jeunes, ce sont les îles de La Palma et d'El Hierro. Au cours de la longue histoire volcanique des Canaries, il faut signaler que les îles de Grande Canarie et de Tenerife ont été le théâtre d'éruptions plus nombreuses et plus importantes. La dernière éruption du Pico del Teide, 3718 mètres et plus haut sommet d'Espagne, remonte au XVIIIe siècle.
L'immense caldeira qui s'étend à ses pieds ressemble à un champ de lave ponctué d'éboulis ou de concrétions rocheuses aux formes fantastiques. La palette de couleurs qui anime ces sculptures naturelles est due à la diversité des roches qui les composent, ainsi qu'aux minerais qu'elles contiennent. Le Teide est tout d'abord un très beau volcan. Un volcan magnifique qui s'est formé au cours des 145 000 dernières années. Chaque île possède son propre charme, d'un point de vue volcanique. Toutes les îles ayant naturellement le droit d'être admirées. Mais si on devait attribuer quelque chose de plus au Teide, c'est sa majestuosité. Avec le temps, le volcan destructeur s'est transformé en bienfaiteur, abondant les terres agricoles des richesses minérales contenues dans la lave. Avant de revenir à Santa Cruz, où s'achèvera notre journée, nous prenons la direction de la Orotava. Fondée au XVIe siècle, la Orotava a su conserver un centre historique où les églises d'inspiration baroque se mêlent aux maisons nobles à l'architecture authentiquement canarienne, comme la Casa de los Balcones, avec ses balcons ouvragés et ses patios ombragés. Retour à Santa Cruz. L'impression de quiétude ressentie à notre arrivée s'est évanouie au cours de la journée. C'est une ville métamorphosée que nous retrouvons grâce à la magie du carnaval. Importé par les conquistadors au XVe siècle, le carnaval, malgré les réticences de l'Église, devient immédiatement populaire. Interdit sous le franquisme, il renaît au début des années 1970 pour devenir aujourd'hui le plus grand carnaval du monde après celui de Rio de Janeiro. Murgas, chanteur et musicien satirique se moquant de la vie politique de l'île, comparsas, participants costumés, c'est toute une population qui se réunit et vit pour l'événement. Le carnaval de Tenerife est fait par le peuple et pour le peuple. Au matin, alors que nous quittons le port de Tenerife, la ville semble avoir retrouvé son calme. Mais ce n'est qu'une accalmie. Le carnaval dure près d'un mois.
Pendant toute la journée, nous longeons les rivages de Tenerife. Spectacle grandiose que ces montagnes aux formes déchiquetées plongeant dans le bleu de l'océan Atlantique. Bientôt, le commandant va mettre le cap à l'est pour rejoindre notre prochaine escale, l'île de Grande Canarie. L'ensemble de l'équipage, puisque derrière il y a toute une équipe, donc on peut les applaudir tous, toutes et tous très très fort. Au nom de notre commandant, de l'ensemble de l'équipage, nous vous souhaitons une excellente soirée de gala qui va se poursuivre au restaurant et ensuite ici même pour votre soirée dansante. À la vôtre, mesdames et messieurs. Chin Après une nuit de navigation, nous arrivons en vue de Las Palmas. Comme Tenerife, l'île de Grande Canarie vit pour l'essentiel de l'agriculture et du tourisme. Las Palmas, que beaucoup considèrent comme la véritable capitale des Canaries, est une métropole aux visages multiples, difficile à cerner. Il n'y a pas, comme à La Orotava, un centre historique cohérent. Ici, tous les styles et toutes les époques cohabitent. Sur la place Santa Ana, la cathédrale à la façade néoclassique voisine avec des palais du XVIIe siècle et des édifices Art Nouveau. Dépassant cette première impression, nous nous rendons vers ce qui est sans conteste le plus beau monument de la ville, la Casa Colón. Cette vaste demeure qui servait de résidence au gouverneur de Grande Canarie est un magnifique exemple de l'architecture de la fin du XVe siècle. Mais sa célébrité, elle le doit à Christophe Colomb,
qui y séjourna au cours de son premier voyage vers l'Amérique. Christophe Colomb quitte le port de Palos de la Frontera en 1492. Quand avec ses 3 caravelles, la Pinta, la Niña et la Santa Maria, il arrive au niveau de Lanzarote, la Santa Maria connaît des problèmes de gouvernail. Colomb décide de s'arrêter à Grande Canarie. Il sait que dans cette île très peuplée, on pourra certainement l'aider, qu'il y a des artisans et des experts en réparation de navires comme les caravelles. En prenant la route des Canaries à chacun de ses voyages vers le Nouveau Monde, Christophe Colomb a mis en relief la situation particulière de cet archipel au carrefour de 3 continents. Pendant tout le XVIe siècle, les Canaries deviennent la référence pour les navigateurs. Marchepied vers l'Amérique, elles servent à l'approvisionnement en vivres, en bateaux, en hommes et en produits destinés à la future économie américaine, comme la banane et la canne à sucre. Le musée de la Casa Colón rend hommage au voyage du célèbre navigateur. Mais en exposant des sculptures provenant du Mexique ou de l'Équateur, le musée honore également les civilisations qui, à la suite de Colomb, furent anéanties par les conquistadors. Les civilisations précolombiennes. Les combats et les massacres qui accompagnent la conquête du Nouveau Monde ne sont que la réplique de ce qui s'était déroulé quelques années auparavant aux Canaries. Quand au XVe siècle, les Espagnols prennent pied dans l'archipel, les îles sont peuplées depuis plus de 4000 ans. Il est vrai qu'il existe un mystère concernant la population préhispanique, mais en réalité, ce mystère n'est pas si grand. Les chroniqueurs de la conquête, les premiers voyageurs, insistent sur le fait que les habitants de ces îles ne savaient pas naviguer et qu'ils y développaient une façon de vivre très insulaire, soulignant qu'ils n'avaient pas de contact entre eux. Chaque peuple et donc chaque île avait son propre nom. Ce n'est qu'après que le terme de Guanche a été généralisé pour parler de toute la population de l'archipel. Ces peuples seraient arrivés en plusieurs vagues successives. La dernière, composée de Berbères d'Afrique du Nord, aurait eu lieu aux environs de l'an 1000 avant Jésus-Christ. À proximité de Galdar, qui était la capitale de Grande Canarie à l'arrivée des Espagnols, les archéologues ont mis au jour un site exceptionnel. Le musée du parc archéologique Cueva Pintada conserve l'un des témoignages les plus importants de ce qui est l'expression artistique et symbolique de l'ancien peuple des Canaries. Il s'agit d'une grotte artificielle creusée dans le tuf volcanique, décorée d'un grand nombre de motifs géométriques. En effet, la géométrie prédomine dans l'expression culturelle de la Grande Canarie, même si on trouve quelques représentations de personnages. Cette grotte est en effet un lieu exceptionnel et unique, dans une société où le sacré, le politique, le religieux se mélangent. Il est clair qu'il s'agissait d'un lieu de réunion, d'un lieu de culte pour honorer le Tout-Puissant. Ces cérémonies garantissaient l'ordre établi dans une société profondément hiérarchisée.
matin, nous quittons Grande Canarie et commençons notre nouvelle navigation en direction de l'île de La Palma. Ici, c'est l'océan Atlantique. Vous avez toujours du vent et un peu de houle, mais comme vous pouvez le voir au cours de cette croisière, ça ne pose pas de problème. On le sent un peu, mais le bateau est adapté à ce genre de navigation. Le problème, c'est quand le vent change et qu'il vient du sud. Rien ne l'arrête. Et il arrive que certains ports soient fermés. Mais cela n'arrive que quelques fois par an. En accord avec les prévisions du commandant, c'est sans problème que nous nous apprêtons à pénétrer dans le port de Santa Cruz de La Palma. La conquête espagnole, l'asservissement des habitants de l'île ou sa position sur la route des Amériques, l'histoire de Santa Cruz de La Palma ressemble à celle des autres villes de l'archipel. Elle possède cependant un charme singulier, avec ses maisons aux façades pastel agrémentées de balcons traditionnels en pin et ses rues pavées débouchant sur la Plaza de España que domine la magnifique église d'El Salvador. Pour ses habitants, La Palma, c'est la Isla Bonita, l'île jolie. Jolie et mystérieuse dans les brumes matinales qui enveloppent la caldeira de Taburiente. Surfant avec grâce sur les courants invisibles qui traversent l'atmosphère, des rapaces planent avec majesté au-dessus de l'immense cirque volcanique. Telle une île flottant à la surface de l'eau, la roche noire du volcan émerge de cet océan de nuages blancs qui s'étend jusqu'à l'horizon.
C'est dans ce décor d'exception qu'a été installé l'observatoire de Los Muchachos, qui regroupe aujourd'hui la plus grande concentration de télescopes de l'hémisphère nord. Sur l'île de La Palma, où l'observatoire a été installé en 1985, toutes les conditions idéales pour l'astrophysique sont réunies. Une altitude élevée, environ 2000 mètres, une atmosphère claire et très transparente, avec assez peu de turbulences et peu de pollution urbaine, contrairement à d'autres endroits du monde. C'est pour ces raisons que dès les années 1970, les astronomes ont compris la valeur de cet endroit et réuni leurs forces pour créer cet observatoire. De retour au niveau de la mer, nous reprenons le cours de la croisière au cœur de l'archipel des Canaries. Au matin, nous arrivons en vue de l'île de La Gomera. Connu des navigateurs phéniciens et répertorié par le géographe grec Ptolémée, la Gomera, qui accueille plusieurs fois Christophe Colomb en partance pour le Nouveau Monde, est surnommée Isla Colombina. Bâtie en promontoire sur la mer, San Sebastián de la Gomera est une petite ville, si petite et si paisible que ses habitants eux-mêmes l'appellent la Villa.
Bien que l'île possède des terres fertiles où furent cultivées au cours des siècles la canne à sucre, la banane et toutes les cultures méditerranéennes, les Gomeros émigrent en masse au cours du XXe siècle. Certains partent pour Tenerife, mais le plus grand nombre choisit de rejoindre ce que les Canariens considèrent comme la 8e île de l'archipel, l'Amérique du Sud. La Gomera n'a subi aucune éruption volcanique durant les 2 derniers millions d'années. Le résultat, c'est un relief escarpé marqué par l'érosion et sillonné de nombreux canyons. Un ensemble unique réuni à l'intérieur du parc national de Galaronay. Le parc Galaronay est devenu un parc national en 1981. En 1986, il a été inscrit au patrimoine de l'humanité, une inscription qui le met en valeur. Très souvent, les personnes qui ne connaissent pas les Canaries, et plus particulièrement la Gomera, imaginent des paysages arides et très volcaniques. Mais comme vous pouvez le voir, ici, l'atmosphère humide permet la croissance de nombreuses mousses. Et l'air d'ici est très bon, très sain. Bénéficiant de cette humidité et de la fertilité de la terre volcanique, les cultures les plus variées se sont développées sur les terrasses aménagées à flanc de montagne ou au creux des canyons et des ravins qui sillonnent l'île. C'est ce relief très accidenté qui est à l'origine du silbo, une langue sifflée née à La Gomera. Si l'on siffle, c'est à cause de la topographie du terrain. Dans la montagne, on peut communiquer avec une personne située sur un autre versant. Monter, descendre, tout ça prend beaucoup de temps. En sifflant, on réduit les distances. C'est notre mode de communication. Toute la population de l'île de La Gomera était regroupée au centre de l'île. Elle vivait principalement de l'agriculture. Elle n'avait pas d'autres moyens de subvenir à ses besoins. Pendant longtemps, les habitants ne pratiquèrent pas la pêche. Les agriculteurs de l'intérieur de l'île qui possédaient du bétail ont ainsi longtemps communiqué entre eux en sifflant. Je viens de lui dire qu'il doit donner la main à Yarenita. J'ai appris à siffler dans la montagne. Aujourd'hui, je suis professeur de sifflement, mais ça n'est pas à l'école que j'ai appris à siffler. La première chose que j'enseigne, c'est à émettre un son. Une fois que cela est acquis, je montre à l'élève comment vocaliser pour créer des mots.
Dans l'île de La Gomera, il est très difficile de se déplacer. Les moyens de communication modernes y sont arrivés tardivement. C'est pour cela que le sifflement s'est maintenu jusque dans les années 50. Nous quittons La Gomera. Poursuivant notre route, nous mettons le cap à l'est en direction de la dernière escale de notre croisière, l'île de Lanzarote. Contrairement aux rivages accidentés de Tenerife ou de La Gomera, ceux de Lanzarote offrent un visage apaisé, presque monotone. Seuls quelques petits cônes volcaniques viennent rompre ici ou là la ligne de l'horizon. Situé à une centaine de kilomètres des côtes africaines, Lanzarote subit pendant de nombreux siècles les attaques de pirates. C'est la raison pour laquelle la capitale est installée à Teguise, à l'intérieur des terres. Ce n'est qu'au XIXe siècle qu'elle est transférée à Arrecife, le port principal de l'île. La pêche a longtemps été la première activité de Lanzarote. Cette époque est révolue. La majorité des habitants travaillent désormais pour l'industrie touristique. Le principal attrait touristique de l'île, c'est le parc de Timanfaya. Entre 1730 et 1736, l'ouest de Lanzarote est l'objet d'une intense activité volcanique. Le curé du village de Yaiza raconte. Le 1er septembre, entre 9h et 10h du soir, la terre s'ouvrit soudain à proximité de Timanfaya, à 2000 de là. Au cours de la première nuit, une énorme montagne s'éleva des entrailles de la terre. Des flammes jaillirent des sommets. Elles brûlèrent pendant 19 jours.
Le paysage que nous découvrons ici est aride, lunaire, digne d'une autre planète. Ce paysage, avant l'éruption, était l'endroit le plus fertile de l'île, couvert de champs de céréales. Plus de 400 maisons, de nombreux petits villages ont été détruits par le volcan et engloutis par la lave. Cela a été une vraie catastrophe. Une pluie de cendres s'est abattue sur l'île pendant 6 ans. La zone la plus fertile a ainsi disparu, ainsi que les sources d'eau. Beaucoup de personnes ont fui vers d'autres îles, ainsi que vers le Venezuela et Cuba. Tout cela explique pourquoi Lanzarote a longtemps été l'île la plus pauvre des Canaries. Située au cœur du parc naturel de Timanfaya, las Montañas del Fuego sont toujours en activité. À 10 cm de profondeur, la température est de 150 degrés et d'environ 500 degrés quelques mètres plus bas. Une réalité mise en évidence par les petites animations des gardiens du parc. Cámara ready, listo. Avec le clocher de l'église San Miguel comme emblème, Teguise, l'ancienne capitale, est à l'évidence la plus belle cité de l'île. Choix des couleurs et des matériaux, simplicité des formes, de la façade de l'église jusqu'à la plus modeste des maisons, cette ville est une œuvre d'art. Poursuivant d'une certaine manière le travail accompli depuis des siècles par les habitants de Teguise, le peintre et architecte César Manrique, originaire de Lanzarote, s'est lancé dans une œuvre totale, intégrant à sa création certaines traditions et le patrimoine naturel de son île. L'architecture traditionnelle de Lanzarote est une architecture répondant très bien aux conditions climatiques de l'île. Donc elle est intégrée et tout à fait adaptée aux besoins d'isolation et au vent de l'île. César Manrique utilise ce même concept pour développer cette maison. Mais, et c'est en cela que c'est une idée très moderne, il utilise les bulles de lave dans lesquelles les agriculteurs font pousser leurs plantations de figuiers pour en faire un espace de vie. C'est là qu'est le grand changement. Ensuite, il décore cet espace selon ses propres goûts, moderne et pop. Mais dans le fond, il agit de la même façon que les agriculteurs de l'île, en répondant avec efficacité aux conditions du climat, via une perspective radicalement moderne.
Les habitants de Lanzarote sont des artistes. Peut-il en être autrement quand on observe la beauté de ces alignements de pierres dessinant sur les pentes du volcan ce tableau minéral gigantesque? Et pourtant, ces hommes ne font que leur travail. Évidemment, après l'éruption, ces terres étaient presque totalement abandonnées. Malgré cela, dans certaines zones autour des volcans, des trous sont apparus dans lesquels on a pu planter des vignes pour faire du moscatel. Dans les endroits où il y avait plus de sable, la population a pu planter des vignes, des figuiers, des goyaves. Les murs servent à maintenir le sable en place et aussi à protéger la terre du vent. Cela évite aux bourgeons de se casser lorsqu'ils sont les plus fragiles. Ici, il pleut très peu. Les petites pierres volcaniques permettent de conserver l'humidité. Plus il y a de pierres, plus on garde l'humidité. Cela fait plus d'un an que rien ne tombe. Pas une seule goutte. Tout est totalement sec. Je n'ai pas beaucoup voyagé, mais je crois que cet endroit est unique au monde. Tout cela, on l'a fait de nos mains, pas avec une machine, mais de la main de l'homme. César Manrique est un authentique créateur. Mais son chef-d'œuvre est sans doute d'avoir révélé aux habitants de Lanzarote la beauté de leur île. Dans les années 60, nous pensions que l'île ne valait pas grand-chose. Manrique nous a montré le potentiel de Lanzarote d'un point de vue esthétique. Il a mis en avant son patrimoine naturel et culturel qui était jusque-là peu souligné. C'est ainsi qu'il a vraiment permis aux habitants de Lanzarote d'être fiers de leur île et conscients de ses valeurs.